Bienvenue à tous dans ce séminaire web du samedi matin. Le sujet aujourd'hui, c'est le Covid long. Alors, ce sujet va être abordé tout d'abord par Élie Kogan, qui a parlé des aspects vraiment, je dirais, diffus et pluriels. Ensuite, Marie Brenet, il va parler, elle, donc de l'aspect pulmonaire, pneumologique pur. Et enfin, Marianne Rotsard va parler de l'aspect psychologique très important dans cette pathologie que l'on commence à découvrir et à mieux connaître. Et alors, on aura un invité surprise pour la fin, pour les remèdes, dont je dirai quelques mots. OK. Je te laisse la parole, Élie. Merci, Jean. Le spectre du Covid long, j'avais réfléchi au titre et je trouvais que spectre était un terme approprié parce que ça permettait à la fois d'avoir la signification de l'ensemble des manifestations qui peuvent survenir au décours de cette infection et en même temps la notion de spectre qui effraie un petit peu. Et donc les deux acceptations du terme me paraissaient utiles. Alors dans le titre, une maladie multisystémique, bon, on a l'habitude d'utiliser le terme de maladie systémique dans les maladies inflammatoires, immunomédiées. Il y a un point d'interrogation. Je ne pense pas qu'on va lever le point d'interrogation à la fin de cette séance, mais il est clair, comme je vais vous le montrer ici, que les manifestations cliniques associées à cette prolongation de l'infection touchent une série d'organes. Et donc, de ce point de vue-là, en tout cas au plan symptomatique, de ce point de vue-là, on pourrait peut-être la considérer comme multisystémique. Alors, si vous tapez Covid long sur Google, j'étais assez surpris, non pas de la réactivité de Google de 0,68 secondes, mais par 5 milliards d'entrées, ce qui me paraissait quand même assez étonnant. Et quand on regarde un petit peu le détail de ces entrées, ben vous voyez 12 symptômes de Covid long abordés avec votre médecin entre fatigue et essoufflement. Et je trouve que ceci était assez intéressant de voir que c'est quand même les deux manifestations les plus souvent rencontrées, ce qui justifiait d'ailleurs que dans la partie suivante de l'exposé, on ait demandé à Marie Brenet, que je m'empresse de féliciter, de communiquer de ce point de vue-là, de son nouveau titre de chef de service de la pneumologie de Saint-Pierre, et que je remercie d'avoir accepté de participer à cette séance. Alors, si on va sur un site un peu plus sérieux qui est PubMed et qu'on tape Covid long, c'est quand même 7200 entrées. Et vous voyez, le premier élément qui saute là aux yeux, c'est la dysfonction du système nerveux autonome. Et je pense aussi, je l'aborderai brièvement, peut-être que Paul Verban, qui reviendra à la fin de la séance, c'est certainement un point important. Je n'ai pas eu l'occasion de revoir les 7261 articles, d'autant plus que ça c'était hier, qu'aujourd'hui on est peut-être déjà à 7300, mais je vais me contenter de revoir les grandes revues de la littérature concernant le sujet. Alors, une des revues, c'est dans Nature Médecine, et donc ils ont intitulé cette revue Post-Acute COVID-19 Syndrome. On ne va pas revoir les détails de cette diapo, mais clairement, ça montre qu'on se trouve dans une situation où le virus a disparu. Et le terme post-acute est assez bien évoqué. À ce moment-là, bien entendu, on ne trouve plus de virus, la PCR est négative. Et il distingue, et donc ça on pourra discuter, est-ce que c'est absolument utile de distinguer les manifestations plus précoces qui surviennent à la fin de l'infection aiguë et celles qui sont considérées comme plus chroniques ou plus tardives. Et ceci intéresse soit des manifestations qui vont jusqu'à 6 mois après l'infection ou dans les 12 premières semaines. Et ceci va toucher, comme on l'a déjà signalé, on reviendra là-dessus à différentes reprises, c'est la fatigue, une
diminution de la qualité de vie, une faiblesse musculaire, un syndrome douloureux, de la dyspnée, des besoins persistants en oxygène. Et donc, ceci ne concerne pas tout le monde. Et donc, je pense que Marie Brenel nous précisera quels sont les différents aspects qui concernent ces patients qui restent dyspnéiques. Le gros volet au niveau neuropsy avec l'anxiété, de la dépression, des troubles cognitifs, des palpitations, et puis alors un point sur lequel je reviendrai plus spécifiquement en cours d'exposé, sur la persistance d'ennuis thromboemboliques au décours de l'infection. Alors, dans ce grand tableau qui reprend en fait les 9 études que les auteurs de cet article ont trouvées pertinentes, qui sont des grosses études allant de 100 à 1700 participants dans l'étude chinoise, c'est la dernière colonne. Ils ont soit interviewé les personnes en direct, soit par téléphone, et ils distinguent ainsi à la fois des symptômes généraux, des symptômes respiratoires, cardiaques, neuropsy, gastro, dermato, et une rubrique qualité de vie. Alors, le problème, c'est que ces études sont extrêmement hétérogènes et dès lors qu'elles sont hétérogènes, il est difficile de généraliser la fréquence des symptômes présentés. Et un des éléments d'hétérogénéité, je l'ai entouré ici, c'est que un certain nombre de participants à ces études ont été ou pas en unité de soins intensifs. Et là, c'est quand même un élément important parce qu'on peut imaginer qu'une série de symptômes qui vont survenir au long cours, qui vont persister sur le long cours, ne sont finalement pas spécifiques de la COVID, mais plutôt attribuables à des séjours prolongés en unité de soins intensifs, au même titre d'ailleurs que d'autres problématiques médicales qui justifieraient un séjour prolongé aux soins intensifs. Et donc, j'ai repris ces chiffres et vous voyez qu'en fonction des études, l'étude de Carvalho, eh bien, très clairement, tous ces patients-là n'avaient pas été aux soins intensifs, mais vous voyez, en fonction des études, on va jusqu'à un tiers des patients se retrouvant dans le décours d'un séjour prolongé aux soins intensifs. Et ceci est de nature à influencer très certainement la symptomatologie résiduelle, en particulier au plan, je dirais, musculaire, neurologique, mais également pulmonaire. Un autre point qui rend difficile l'interprétation de grandes études ainsi collectées, c'est les données manquantes. Et donc ici, j'ai repris en rouge toutes les données manquantes. Et donc, ça veut dire que dans certaines études, beaucoup de points n'ont pas été envisagés et on s'est concentré, par exemple, sur le pulmonaire ou sur d'autres symptomatologies. Pour marquer dans la dernière colonne que c'est l'étude chinoise qui portait sur près de 2000 personnes, qui est la plus complète et où ils ont pris le soin de relever le maximum de symptômes. Intéressant aussi, ils avaient 4% de patients qui se trouvaient en unité de soins intensifs, ce qui correspond bien à ce qu'on s'attend à voir dans le cadre de cette épidémie. Et donc, je me suis amusé à refaire un graphique en disant, tiens, mais quel est le pourcentage de données manquantes en fonction du type de symptomatologie? Et vous voyez que c'est pour le respiratoire qu'il y a le moins de données manquantes, donc 17% de trous dans l'ensemble du tableau. Ceci est aussi un indice indiquant que ce sont les manifestations respiratoires qui peuvent être considérées comme les plus fréquemment sujet d'attention. Au contraire, l'atteinte dermatologique résiduelle ne concerne qu'un nombre finalement moins important de préoccupations puisqu'il n'y avait que quelques études qui y faisaient référence. Alors, si on reprend maintenant au travers et de façon plus globale les différentes manifestations, mais finalement, c'est la preuve par 9, il y a 9 cases. Je ne vais pas trop insister sur la case pulmonaire qui sera le sujet suivant. La problématique neuropsychologique
C'est Mme Rutzer qui nous en parlera après l'exposé de Marie. Et donc, on a repris sur ce volet-là les problématiques d'anxiété, de dépression, du trouble du sommeil, de syndrome post-traumatique, et ceci d'ailleurs avec une fréquence à peu près semblable aux autres infections systémiques à coronavirus, le premier SARS, mais également le MERS du Moyen-Orient. Au niveau endocrinien, différents types de problématiques. D'une part, un déséquilibre prolongé du diabète, des cas de thyroïdite, de déminéralisation, mais également de diabète nouvellement découvert, voire d'hyperthyroïdie nouvellement découverte. Il y a un volet auto-immun qui se cache là derrière, qui n'est probablement pas négligeable. Je reviendrai sur les éléments hématologiques axés sur les accidents thromboemboliques, et la poursuite d'une thromboprophylaxie peut être un élément de questionnement dans certains cas particuliers. Au niveau rénal, ce n'est pas tellement à l'avant-plan et c'est plus des séquelles d'une insuffisance rénale aiguë dans des situations surtout de COVID grave. Au niveau dermatologique, c'est essentiellement une perte de cheveux persistante, mais encore une fois, est-ce que ceci représente quelque chose de spécifique? Et la plupart de ces études manquent de populations témoins. Je vous en citerai une qui me paraît particulièrement intéressante, où là, il y avait une population témoin, et ça relativise probablement de façon importante la symptomatologie réellement attribuable à ces COVID longs. Au niveau cardiovasculaire, palpitations, douleurs thoraciques, bien entendu, la dyspnée se retrouve là à l'interface des poumons et du cœur, de l'arythmie, et un point quand même que l'on retrouve de façon assez récurrente sur différents types de symptomatologie, c'est des éléments de dysautonomie qui peuvent également intervenir en symptomatologie cardiaque. Ceci dit, il y a du structurel également, puisque des études en IRM montrent dans un certain nombre de cas la persistance de séquelles de myocardite, qui est quand même un des éléments importants dans les COVID sérieux. Au niveau gastro-intestinal, certaines études montrent une altération du microbiote avec des troubles gastro-intestinaux finalement relativement non spécifiques et qui m'apparaissent plutôt fonctionnels. Enfin, il y a la problématique, mais qui est moins tardive, de tout ce qui a tourné autour du Kawasaki ou du Kawasaki-like, qui, contrairement au Kawasaki habituel, touche des enfants un petit peu plus âgés. Je ne comprends pas très bien dans la classification du CDC qu'on considère les enfants comme étant encore des sujets allant jusqu'à 21 ans. Pour moi, c'est plutôt des adultes jeunes, et on a connu un certain nombre de situations de ce type, avec, comme pour les autres Kawasaki, des préoccupations quant aux complications cardiaques ou cérébrales plus tardives. Alors, une autre revue, mais dont je ne vais pas m'attacher sur le détail, qui a été publiée en reprenant d'une façon beaucoup plus large encore un certain nombre d'études avec les différentes plaintes identiques à celles que je viens de vous préciser, mais je voulais revenir sur cette étude-ci, sur ce point-ci, c'est qu'ils ont considéré les symptômes globalement en termes de leur fréquence et en prenant tous symptômes confondus à 4 semaines, 8 semaines ou 12 semaines. Et vous voyez quand même, et ça c'est quand même un point, je dirais, encourageant par rapport aux patients que nous pouvons avoir en charge, vous voyez que la fréquence diminue quand même de façon assez substantielle, 13% à 4 semaines, environ 5% à 8 semaines, de l'ordre de 2% à 12 semaines. Et donc, les symptômes ont quand même tendance, dans la grande majorité des situations, à s'évanouir au fil du temps. Alors, que dit le CDC? Il définit le COVID longue durée comme un ensemble de manifestations qui peut durer des semaines à des mois
après avoir été infectés, qui peuvent apparaître des semaines après l'infection. Donc, il peut y avoir une sorte de hiatus libre, sans symptômes, et puis les symptômes sont susceptibles de réapparaître. Que ces symptômes surviennent, que ce soit chez des patients qui ont eu un COVID grave, mais également un COVID modéré, voire un COVID non symptomatique. Et donc, cet élément-là est interpellant et je pense que ça pourra faire partie de la discussion. Et les personnes affectées par ces symptômes peuvent présenter différentes combinaisons de symptômes qui sont repris sur la partie droite de la diapo. Et je me suis amusé à reprendre ces différents symptômes non classés dans le tableau CDC, de les reprendre sous un ensemble. Et donc, fatigue, symptômes s'aggravant après une activité physique ou mentale, douleurs musculaires, fièvre et mal de tête, eh bien tout ça est extrêmement semblable à ce qu'on se retrouve dans le syndrome de fatigue chronique et de la fibromyalgie. Les sensations vertigineuses en position debout, des sensations de palpitation se retrouvent dans des situations de dysautonomie ou d'un syndrome POTS, qui est ce syndrome de tachycardie orthostatique que l'on retrouve dans d'autres situations de dysautonomie d'ailleurs. La problématique thoracique, mais c'est la dyspnée et des plaintes thoraciques. Et enfin, dépression, anxiété, difficulté de concentration, mais on retrouve les troubles cognitifs et neuropsy. Alors, partant de là, la question qui peut se poser, c'est de dire finalement, est-ce que ce COVID long, est-ce que ce n'est pas finalement une forme particulière d'encéphalomyélite myalgique, comme on l'aime l'appeler actuellement, et donc qui correspond au syndrome de fatigue chronique. Et donc, des auteurs se sont attachés à reprendre l'ensemble des références parlant du COVID long, et ils ont regardé si ça matchait les critères du syndrome de fatigue chronique. Et donc, c'est les deux premières colonnes qui vous sont présentées ici. Dans les critères majeurs du syndrome de fatigue chronique, vous avez une durée de plus de 6 mois, de la fatigue, une diminution de l'activité de tous les jours et une aggravation des malaises après l'exercice. Et là, on retrouve une série de publications qui reprennent cela. Dans les critères majeurs, on trouve tout ce qui concerne les douleurs musculaires, la faiblesse musculaire, les problèmes articulaires, les maux de tête, les difficultés d'endormissement. Encore une fois, on retrouve plein de choses de cet ordre. Il y a néanmoins des éléments qui se distinguent du syndrome de fatigue chronique et ce sont sur la partie droite les problèmes de dysfonction olfactive ou gustative ou auditive qui sont là finalement plus spécifiques de ce qu'on peut voir dans le COVID long. Pour tout ce qui est du cognitif et des manifestations psychologiques ou psychiatriques, on retrouve de façon assez identique ces symptômes dans le syndrome de fatigue chronique. Enfin, les troubles neuroendocriniens également sont retrouvés. Et donc, pour faire court, on pourrait se demander si finalement une bonne partie de ces manifestations ne serait finalement pas due, avec toutes les difficultés de notre ignorance par rapport à ce que c'est vraiment le syndrome de fatigue chronique, enfin, s'il ne serait pas une forme particulière du syndrome de fatigue chronique. Un point particulier sur les thromboses et les hémorragies chez des patients ayant souffert du COVID, parce qu'au plan pratique, ça me paraissait un point important à discuter. Il s'agit d'une étude rétrospective de patients hospitalisés pour COVID entre mars et mai 2020. 406 patients initialement sélectionnés, dont il va en rester 163 parce qu'une série de critères d'exclusion ont été introduits. Ceux qui ont continué à être hospitalisés pendant la période d'analyse, 17 patients exclus pour cette raison-là, 102 qui sont décédés en cours d'hospitalisation,
93 perdus de vue et certains qui étaient restés sous un traitement anticoagulant. Et donc, l'étude porte sur les 163 patients résiduels. Vous voyez ici, sur la gauche, l'incidence d'accidents hémorragiques et sur la droite, l'incidence de thrombose. Ils ont détaillé ces cas de thrombose et ils ont regardé parmi ces patients, essentiellement ici des femmes, qui avaient un séjour à l'hôpital qui n'avait pas été tellement prolongé finalement. En tout cas, ce n'étaient pas des patients qui avaient été aux unités de soins intensifs et qui avaient reçu une prophylaxie antithrombotique pendant leur séjour, mais qui n'avaient pas été poursuivis par la suite et qui ont développé un certain nombre de jours, voire de semaines après leur hospitalisation, un nouveau phénomène thrombotique. Des phénomènes hémorragiques ont également été décrits chez un certain nombre de patients. Vous voyez que ça ne concerne pas un nombre malgré tout important. On est en dessous du 5% de la suite de ces COVID. Et la lacune importante par rapport à ce type d'études, outre le fait qu'elles soient rétrospectives, ne comportent pas de population contrôle. Et donc, je ne suis pas absolument convaincu qu'on retrouverait un pourcentage différent de problématiques de cet ordre chez des patients non COVID. Ceci dit, je pense que ça peut quand même être considéré comme une alerte. Et dans l'article, ceci justifie d'avoir quand même au cas par cas des patients qui sortent d'hospitalisation, de revoir ceux d'entre eux qui pourraient éventuellement profiter d'une thromboprophylaxie. Alors, je ne vais pas trop détailler le syndrome de tachycardie posturale. Il y a plusieurs articles concernant le sujet. Dans l'expérience personnelle des patients vus en consultation, un certain nombre de malaises que ces patients rapportent peuvent être liés à des tachycardies orthostatiques. La phase aiguë de la COVID s'accompagne assez volontiers de dysautonomie, dont ce syndrome de tachycardie posturale est un exemple. Je pense qu'il est important de le savoir, ne fût-ce qu'au plan pratique, des patients qui se plaindraient de malaise mal défini, en particulier en position debout, ça vaut la peine de mesurer de façon extrêmement soigneuse à la fois leur pression artérielle couchée, assis, debout, mais également de voir si en position debout, et après une observation de 5 à 10 minutes, on n'observe pas non seulement les symptômes, mais en plus de ça, des symptômes qui s'accompagneraient d'une tachycardie inappropriée, de façon à la prendre en charge, soit avec un traitement bêta-bloquant bien conduit, soit éventuellement en renforçant le volume par des minéralocorticoïdes comme dafludrocortisone. Alors, ceci était une étude que je trouvais particulièrement intéressante parce qu'il n'y en a pas beaucoup de la sorte, qui est une étude danoise portant sur des personnes qui ont eu le COVID, mais qui n'ont pas été hospitalisées. Donc, des COVID plutôt light. Et donc, cette étude danoise se base sur un recrutement sur les registres d'assurance santé. Vous savez que dans les pays nordiques, on est beaucoup mieux organisé. Donc, il y a un gradient quand même nord-sud dans l'organisation des soins de santé. Donc, les Danois sont quand même à la pointe de ce point de vue-là. Et donc, ils ont recruté tous les patients qui avaient eu un test PCR entre le 27 février et le 31 mars 2020, à la fois avec un test PCR positif et un test PCR ou un test PCR négatif. Ceci a permis de matcher des patients COVID non hospitalisés avec des témoins PCR négatifs et il les matchait en particulier pour l'âge, bien entendu. Et 2 semaines à 6 mois après les résultats de ce PCR positif, on regardait les symptômes. Alors, ce qui regardait surtout, c'était est-ce qu'il y a une nouvelle médication qui a été mise en jeu pendant cette période, et donc ils ont analysé 14 groupes de traitements différents portant sur le cardiaque, le digestif, le pulmonaire, etc.
et de voir est-ce qu'il y avait des nouveaux diagnostics qui se démarquaient dans la population ayant eu un COVID par rapport à ceux qui n'en avaient pas eu. Et donc, au total, 10 500 personnes PCR positives, 8 963, donc dans l'ordre de 85% en vie et non hospitalisés, ce qui correspond finalement assez bien à la fréquence des COVID light, disons. On a en gros 15% de patients hospitalisés, donc ils ont repris les non hospitalisés. Ils avaient 80 000 sujets témoins et puis ils ont pu ainsi les matcher pour l'âge, le genre et le moment du diagnostic. Alors, je ne vais pas trop revenir sur l'ensemble des patients, des sujets exclus dans ce tableau-là pour passer directement aux résultats. Et donc, vous voyez ici, ce premier tableau, c'est les différents médicaments qu'ils ont regardés. Des bronchodilatateurs, des agonistes bêta, des corticoïdes inhalés, des préparations pour la toux, des antidouleurs, etc. Alors, on va s'attacher uniquement sur les choses vraiment significatives. Vous voyez que du côté des agents bronchodilatateurs, eh bien, ça se démarque avec plus de bronchodilatateurs prescrits chez les sujets ayant eu la COVID que ceux qui n'avaient pas eu. Même chose pour des agonistes bêta. Les triptans et donc plus de maux de tête dans le suivi qui ont justifié la prise d'antimigraineux. On n'a pas vérifié ici si la céphalée en question était bien une migraine. On se contente du traitement par triptan en espérant que le diagnostic a été correctement posé. Assez curieusement, la prescription de corticoïdes inhalés va dans l'autre sens et va plutôt vers les patients négatifs en PCR, donc les patients non COVID. En ce qui concerne les diagnostics, et donc ça recoupe quand même malgré tout le point précédent que je vous avais signalé, plus d'accidents veineux thromboemboliques dans le groupe COVID. Donc il y a quand même probablement une réalité dans ce risque résiduel de thromboembolie, plus de dyspnée, ce n'est pas étonnant, ça confirme un petit peu et ça justifie l'exposé suivant. Par contre, assez curieusement, moins de maladies pulmonaires chroniques diagnostiquées au décours de ce COVID et moins de désordres anxieux. Mais ceci n'est peut-être pas absolument étonnant parce que finalement, l'anxiété liée à cette pandémie peut concerner à la fois des patients ayant eu le COVID et ne l'ayant pas eu. Et donc, on pourra en discuter à l'issue du troisième exposé. Et enfin, plus de tout du côté des sujets COVID. Et donc, manifestations tardives chez les individus COVID non hospitalisés. En résumé, manifestations jusqu'à 6 mois après le diagnostic. Intérêt d'étude, c'est qu'il y a une population témoin. Au final, le risque absolu de complications tardives est faible et donc je trouve que ça, c'est quand même un point important qui relativise quand même toutes les grandes études sur le COVID long qui, comme je l'avais signalé, contenaient un bon nombre de patients hospitalisés. Donc, la vérité par rapport aux patients avec des COVID légers ou asymptomatiques est probablement différente de la vérité des patients qui ont eu une hospitalisation a fortiori aux soins intensifs. Un risque néanmoins accru de complications thromboemboliques tardives. La dyspnée et les céphalées sont plus fréquemment rencontrées au long cours et témoin de cela, l'initiation d'un traitement bronchodilatateur et par triptan. Enfin, je n'ai pas repris ça ici, des consultations plus fréquentes à la fois en médecine ambulatoire et hospitalière. Les perspectives, ça sera pour la suite et je vais d'emblée donner la parole à Marie Breunel pour l'exposé plus directement axé sur la partie pulmonaire. Je vous remercie de votre écoute. Voilà, donc je vais vous parler de la dyspnée prolongée, du diagnostic à la prise en charge. Mais la première chose que je voudrais vous présenter, c'est le caractère persistant ou fluctuant de cette dyspnée. Vous voyez ici
simplement les données qu'on retrouve dans UpToDate sur finalement la durée des symptômes les plus courants qui surviennent après le Covid, fatigue, dyspnée, qui peuvent effectivement durer des mois après l'infection. Mais il y a donc des patients chez qui ça persiste dès le début et d'autres chez qui ces symptômes fluctuent et reviennent avec une allure cyclique toutes les 2 à 4 semaines. Alors, il faut vraiment faire la distinction entre ce qu'on va retrouver au niveau des séquelles pulmonaires chez les patients qui ont fait des Covid modérés à sévères qui vont engendrer de la dyspnée et la dyspnée qui va être la dyspnée du Covid long, ce qu'on va retrouver chez des patients qui ont fait un Covid léger, qui ont des symptômes persistants, mais qui n'ont objectivement aucune atteinte pulmonaire. Donc, quand vous voyez sur l'écran de droite des patients qui ont fait un ARDS, qui ont eu un séjour USI avec de l'oxygène haut débit, de la ventilation non invasive, une intubation, de la ventilation ventrale, de l'ECMO, on a un profil de patient qui est bien connu maintenant. Ce sont plutôt des hommes âgés de plus de 55 ans avec des facteurs de risque, obésité, hypertension, diabète. Ces patients, évidemment, vont avoir des séquelles fonctionnelles respiratoires. Donc, on a une série de patients qui ont fait des Covid critiques avec ARDS qui sont suivis à Saint-Pierre et à Bruckmann. Et on voit chez la moitié d'entre eux, 3 mois après leur ARDS, qu'ils ont une altération fonctionnelle respiratoire, soit sous forme d'un trouble restrictif, soit sous forme d'un trouble de diffusion et une altération, par exemple, de leur test de marche qui témoigne aussi d'une dysfonction musculaire très importante liée à ce séjour long aux soins intensifs. D'un autre côté, vous avez des patients avec un Covid léger pour lesquels l'atteinte pulmonaire n'a souvent pas été documentée. L'atteinte est mineure et des patients chez qui on voit persister une dyspnée sur le long cours pour laquelle aucun élément objectif expliquant cette dyspnée ne peut être démontré. Et là, le profil de patient est complètement différent. Il est bien documenté maintenant dans une série de l'hôpital Bichat à Bruckmann, mais aussi dans une série londonienne. Ce sont plutôt des femmes en majorité, 70 à 80% des patients, âge médian 47 ans, d'un niveau plutôt éduqué. Certaines ont des antécédents psychiatriques et le facteur de risque de développer ce Covid long, c'est d'avoir fait plus de 5 symptômes en phase aiguë. Alors, donc la prévalence des symptômes respiratoires, elle est très élevée après un Covid. Vous le voyez, on le sait dans plusieurs études. Ici, on est à 54 jours post-hospitalisation et on a encore la moitié des patients qui se plaignent de dyspnée et de toux. Dans d'autres séries, 3 mois après l'infection, il y a encore 80% de patients qui se plaignent de dyspnée. Donc, c'est une plainte qui est vraiment très fréquente. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement chez ces patients qui ont fait un Covid léger à modéré? Quand ils continuent à se plaindre de dyspnée 3 mois après leur infection, on doit évoquer plusieurs diagnostics différentiels avant de parler de Covid long. Il va s'agir de l'embolie pulmonaire. Elie vous a bien souligné qu'au décours d'un Covid, on peut avoir des problèmes thromboemboliques qu'on découvre parfois très tardivement. Ça peut être une exacerbation d'une maladie respiratoire sous-jacente méconnue. On a découvert dans nos séries de patients, soit des patients qui avaient un asthme latent et qui développent un asthme avec une expression clinique, soit des patients qui souffraient de fibrose, de pneumonie éosinophile, qui étaient jusqu'à leur Covid méconnus. Et suite à la persistance d'une dyspnée, on a pu faire un diagnostic d'une maladie qui n'avait finalement rien à voir avec leur Covid. On va voir des patients qui vont développer une hyperventilation. Certains patients vont développer une hyperréactivité bronchique, ce qui se voit quand même de manière relativement fréquente, 7 à 16% après une infection virale respiratoire, ou des patients chez qui la dyspnée est liée à un déconditionnement. Alors, finalement, le diagnostic du différentiel après avoir fait une bonne anamnèse, un bon examen clinique, des épreuves fonctionnelles respiratoires et dans certains cas un angioscan thoracique ou un test de provocation à la métacholine et à l'histamine, on va pouvoir rapidement exclure l'embolie, une maladie respiratoire sous-jacente ou une hyperréactivité bronchique. Et si tout cela est normal, donc si objectivement on n'a pas d'atteinte pulmonaire chez notre patient qui se plaint de dyspnée, on va proposer à ce moment-là une ergospirométrie qui va nous permettre de faire le diagnostic
d'une hyperventilation, d'un déconditionnement ou d'observer un comportement parfois anormal à l'effort. Alors, on a une toute petite série française sur 8 patients chez qui on a fait des ergospirométries dans la dyspnée du Covid long. Donc, tous ces patients avaient un questionnaire de Nijmegen, qui est le questionnaire qui permet le dépistage de l'hyperventilation avec une bonne sensibilité. Ils avaient tous un questionnaire positif. Et ils ont observé dans cette série de 8 patients, 5 patients qui présentaient effectivement une hyperventilation, dont pour 2 de ces patients, ça se traduisait carrément par une syncope à la fin de l'épreuve d'effort et ils n'arrivaient pas à terminer leur effort puisqu'ils n'atteignaient pour le mieux que 63% de la charge prédite lors de l'épreuve d'effort. Et donc, ils présentaient une hyperventilation dès le début de l'effort avec un rapport ventilation sur production de CO2 extrêmement élevé et des gaz du sang qui démontraient une alcalose respiratoire en fin d'effort. Donc ça, c'est une toute petite série qui démontrait que finalement, cette dyspnée du Covid long pouvait être, dans la plupart des cas, liée à une hyperventilation. Alors, nous avons notre propre série à Saint-Pierre. On a fait pas mal d'épreuves d'effort chez des patients en post-Covid et j'ai extrait de là uniquement des patients qui avaient des épreuves fonctionnelles respiratoires normales et pas de séquelles au niveau de leur scanner thoracique ou de leur radiothorax. Et donc, ils ont été évalués plus de 3 mois avec leur Covid. Et donc, pour 50% d'entre eux, en fait, l'épreuve d'effort est tout à fait normale. 30% ont quand même une épreuve d'effort sous-maximale sans qu'on ait une raison objective à la limitation à l'effort. 6% montrent du déconditionnement et il n'y a que 2 patients sur les 18 qui montraient une hyperventilation à l'effort. Ce qui est curieux à signaler, c'est que quand même pour la plupart des patients, la dyspnée qu'ils décrivent en fin d'effort est très très importante. Il faut savoir qu'un patient qui n'a pas de limitation respiratoire ou cardiaque et qui fait une épreuve d'effort, la plupart du temps arrête son effort plus pour des douleurs dans les jambes, un épuisement musculaire, plus que pour de la dyspnée. Donc en général, l'échelle de Borg, donc l'échelle de dyspnée en fin d'épreuve d'effort, elle se situe à 4, 6, tandis que là, chez ces patients, même s'ils arrivaient à faire un effort maximal, ils décrivaient une dyspnée qui était beaucoup plus importante qu'attendue. Alors voilà 2 exemples de patients qui ont fait de l'hyperventilation à l'effort. Dans notre série, ces 2 patients étaient obèses, ce qui n'est pas décrit dans la série française. Et donc, on voit décoller la ventilation d'une manière tout à fait anormale par rapport à la production de CO2 à l'effort. Et donc, vous voyez exactement le même pattern respiratoire d'hyperventilation chez ces 2 patients. Alors maintenant, quelles sont les hypothèses pour expliquer cette dyspnée persistante chez les patients qui présentent un Covid long? L'hypothèse, c'est la dysautonomie, dont Elie vous a déjà beaucoup parlé, qui serait à l'origine de la dyspnée, mais aussi de toutes ces modifications tensionnelles, de la tachycardie à l'effort et de la fatigue. Mais une autre hypothèse évoquée qui est assez intéressante, ce serait des lésions du tronc cérébral. Donc, comme toutes les lésions liées au Covid, on pense qu'il y a des lésions qui sont liées à l'invasion virale directement et d'autres qui sont liées à l'endothélite ou à la réaction immunitaire. Et ici, comme il y a un nombre de récepteurs assez très élevé au niveau du tronc cérébral, il pourrait y avoir une destruction d'origine vasculaire ou immunitaire des centres de contrôle de la respiration. Donc, pour rappel, les automatismes respiratoires sont gérés par des centres respiratoires qui se situent au niveau de la protubérance du bulbe et de la moelle épinière. Et donc, le centre pneumotaxique qui se situe dans la partie supérieure du pont va moduler l'activité des centres bulbaires qui comprend les neurones inspiratoires et expiratoires et qui va aussi régler le rythme respiratoire en fonction de toute une série de signaux qui vont être des chémorécepteurs, des mécanorécepteurs centraux périphériques, des récepteurs au CO2, des informations suprabulbaires et qui vont avoir un lien avec les émotions ou le stress, et puis des états évidemment physiologiques comme le sommeil ou la prise de médicaments. Donc ça, c'est le fonctionnement habituel de ces centres. Si effectivement il y a une destruction du fonctionnement de ces centres, eh bien, il peut y avoir une dérégulation au niveau du rythme respiratoire qui peut entraîner de la dyspnée. Alors, l'hyperventilation, elle,
c'est une anomalie du contrôle ventilatoire qui donc peut prendre son origine à différents niveaux, au niveau du système nerveux autonome, au niveau cortical, périphérique, sensoriel, donc qui serait un dysfonctionnement finalement de tous ces mécanismes de rétrocontrôle qui régulent le rythme respiratoire. Et donc, l'hypothèse pour voir une hyperventilation qui survient ou persiste en post-infectieux, ce serait une perte de l'inhibition de l'hyperventilation qui a été induite par l'infection ou la persistance de la stimulation des mécanorécepteurs périphériques situés au niveau thoracique. Alors, le diagnostic de l'hyperventilation, je vous l'ai dit, il se fait principalement par le questionnaire de Nijmegen, bien qu'il y en ait d'autres. C'est un questionnaire qui reprend 16 symptômes. Et donc, quand les patients ont un score qui est supérieur à 23 sur 64, eh bien, la probabilité qu'ils aient une hyperventilation est très élevée puisque la sensibilité et la spécificité du questionnaire sont très, très bonnes. Alors, prise en charge de la dyspnée du Covid long. Il n'y a aucune donnée dans la littérature, je vous le dis tout de suite, donc c'est vraiment tout ce que je vais vous dire est empirique ou basé sur les résultats qu'on peut obtenir immédiatement en post-hospitalisation, mais donc là, on n'a pas du tout le même profil de patients, puisque les patients qui ont été hospitalisés vont bien sûr avoir des séquelles fonctionnelles, musculaires, respiratoires, qui va expliquer pourquoi la revalidation fonctionne très très bien. Et donc aujourd'hui, dans la dyspnée du Covid long, mais, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. On a l'impression empiriquement que la kiné fonctionne. Il n'y a aucune donnée, il n'y a pas de remboursement spécifique non plus pour les mettre dans un programme de revalidation tel qu'on l'offre dans la BPCO par exemple. Et donc tout ce qu'on peut faire, c'est de la kiné individuelle pour lequel ils seront remboursés de maximum 18 séances sur une année. En post-hospitalisation, comme je vous disais, là chez des patients qui ont une atteinte fonctionnelle et respiratoire, on sait que la revalidation est bénéfique, tant au niveau de la récupération de l'endurance que de la fonction musculaire, que pour aussi l'amélioration de la qualité de vie et des séquelles psychologiques. Donc, ce que propose la kiné avec qui je travaille quand elle est face à des patients qui se plaignent de dyspnée dans un contexte de Covid long, c'est une évaluation objective de leurs limitations, puisqu'ils ont aussi cette fatigabilité qui est aussi à l'origine de leur limitation, je dirais, fonctionnelle globale dans leur vie quotidienne. Et donc, elle propose de faire des évaluations très simples qu'on peut faire en cabinet ou à l'hôpital. Test de levée de chaise, test de stepper, test d'endurance à 70% de la puissance maximale théorique. Si possible, avoir une épreuve d'effort faite à l'hôpital au préalable permet évidemment de mieux individualiser le renforcement musculaire. Et puis là, on va définir des objectifs réalisables et quantifiables avec le patient. Donc, elle va proposer de l'intervalle training avec de l'entraînement en force ou de l'entraînement anaérobie, et elle va évaluer les patients à la fin de chaque effort et de chaque séance par cette fameuse échelle de Borg. Mais comme vous voyez, tout ça sont des propositions de prise en charge puisqu'on n'a vraiment rien pour asseoir ce type de conseils de revalidation personnalisée dans la dyspnée du Covid long. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Moi, je vais vous parler des troubles neurocognitifs, aussi donc les aspects psychologiques dans le Covid long. Alors, pourquoi parler des troubles plutôt psychopsychiatriques? Simplement parce que pendant cette pandémie du Covid-19, on a énormément parlé des conséquences sanitaires, économiques et sociétales, mais un peu moins des conséquences psychopsychiatriques, alors qu'elles sont très présentes et elles s'installent vraiment sur la durée. On s'en rend compte de plus en plus. Donc, on a pu voir qu'il y a ces conséquences psychopsychiatriques à différents niveaux. Donc, tout d'abord, au niveau de la population générale, il faut savoir qu'on a peu de données, mais on a pu se rendre compte qu'il y a une nette augmentation du stress et de l'anxiété. Ce matin, quand je lisais une étude qui relatait qu'au niveau belge, donc on note 14% de symptômes d'anxiété en plus et 7% de hausse au niveau des insomnies. Et ça, c'est strictement au niveau de la population belge. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une telle augmentation du stress et de l'anxiété? Tout simplement parce qu'on est face à une situation médicale où on n'a pas de solution. On est face à énormément d'incertitudes.
Tout le monde a un peu perdu ses anciens repères. On a très peu, ou on avait en tout cas très peu ou pas de contacts sociaux. Là maintenant, on commence à déconfiner de manière plus massive, mais donc on était face à des situations de solitude pour beaucoup de personnes. On n'était plus non plus capable, ou on n'était plus autorisé à apaiser son stress des façons qu'on connaissait dans le passé, c'est-à-dire en partant en vacances par exemple, ou en socialisant avec des amis, avec la famille, en ayant des hobbies. Tout ça était devenu très très restrictif. Et puis surtout, parce qu'il y a ces informations contradictoires qui ont circulé un petit peu partout, autant dans le monde médical que non médical, qui ont prêté à confusion, qui ont augmenté encore plus le stress et qui ont alimenté aussi un certain sentiment d'inutilité chez tout le monde. Et donc ça, c'est au niveau de la population générale qui n'a pas nécessairement eu de contact avec le Covid, d'une manière ou d'une autre, de manière directe en tombant malade soi-même ou en ayant quelqu'un de sa famille ou de son entourage qui soit tombé malade. Mais alors, au niveau des patients atteints par le Covid, là aussi, on se rend compte qu'il y a, surtout en phase aiguë, une nette augmentation des troubles psychologiques et psychiatriques de type anxiété, dépression et insomnie, dont le Dr Kogan et Dr Brené l'ont déjà parlé. Également, les troubles neuropsychologiques qui sont plutôt les troubles de la mémoire et cet état confusionnel qu'on retrouve aussi dans les patients qui souffrent de Covid. Et puis, on s'est rendu compte que plus il y avait de symptômes somatiques à l'admission à l'hôpital, plus il y avait des symptômes psychopsychiatriques qui étaient associés à ça. D'autant plus qu'on se rendait compte aussi qu'il y avait une persistance de ces troubles dans la phase post-aiguë, post-infection, notamment l'insomnie, la dépression et les troubles mnésiques. Alors, il y a une étude toute récente qui a été publiée au mois d'avril, qui a pu d'ailleurs démontrer que ces séquelles neurologiques et psychiatriques sont encore et toujours présentes à 6 mois post-infection. Donc, qu'à peu près un tiers des patients qui souffrent d'un Covid présentent des troubles psychopsychiatriques, encore une fois, des troubles anxieux, des troubles de l'humeur et des troubles du sommeil. Alors, chez les patients Covid qui sont passés par la case USI et leurs proches, là, on a un profil qui est un peu plus typique de patients qui passent par l'USI, parce que fréquemment, pour les patients qui passent par l'USI, donc des patients non Covid en temps normal, présentent en général des troubles anxio-dépressifs, des PTSD, et puis aussi ce syndrome assez typique de l'USI qui s'appelle le PICS, le Post-Intensive Care Syndrome, donc ce syndrome post-USI. Alors chez les soignants aussi, il y a quelques études, elles ne sont pas très très nombreuses, quelques études, mais qui indiquent toutes les mêmes tendances, donc tendance à présenter plus d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil, un stress aigu, et puis un genre de PTSD qui n'est pas véritablement un PTSD bien sûr, mais qui sont des symptômes psychotraumatiques dus à quoi? Mais simplement au fait qu'on a dû réorganiser tous les soins très rapidement dans des conditions peu confortables. Il y a eu, surtout au début, mais encore et toujours maintenant chez certains soignants, donc cette peur d'être contaminé, mais surtout d'être contaminant pour leurs proches, pour leurs familles et leurs amis. Une charge de travail qui a explosé, bien sûr, et puis surtout cette gestion de fin de vie qui a été très compliquée parce que répétée dans des conditions très peu confortables, des conditions qui parfois donnaient l'impression de ne plus être très très humains et qui donc ont sollicité les ressources profondes de tous les soignants, mais qui ont entraîné énormément d'anxiété et de symptômes de type dépressif. Alors maintenant, ça, ce sont tous les symptômes psychopsychiatriques qu'on retrouve dans les différentes strates de la population, mais qu'en est-il des patients Covid long? Alors, les patients Covid long ont également des spécificités psychologiques qu'on commence à repérer petit à petit. Tout d'abord, il y a bien sûr cet état psychologique très fragilisé, et ça on peut très bien le comprendre dû au fait que ce sont des patients qui ont d'abord, en général, parce que bon, après avoir entendu ce que dit Marie Brené, on peut présenter un Covid long sans avoir été malade de manière aiguë du Covid. Mais donc, en général, ils ont quand même d'abord eu cette phase aiguë où il y a eu épuisement physique qui entraîne bien entendu un épuisement psychologique. Mais en plus de ça, ils ont à gérer la durée des symptômes. Ce sont des symptômes qui continuent, qui reviennent. Et même quand on pense qu'on va mieux, ça revient X temps après. Et on ne sait pas quand ça va se terminer. Donc, on peut très bien comprendre que l'état psychologique et émotionnel de ces patients est très fragilisé.
L'autre point important pour les patients Covid long, c'est qu'on se rend compte qu'ils ont énormément besoin de validation et de leurs symptômes et de leur statut de malade. Pourquoi? Parce qu'ils ont un petit peu quelque chose qui ressemble à ce que des patients qui souffrent de fibromyalgie présentent ou des patients qui souffrent de syndrome chronique de fatigue, dont parlait le docteur Kogan aussi. Ce sont des patients qui ont des symptômes qui sont déjà difficilement identifiables et qui ne sont pas toujours très communs à un seul groupe. Ce sont des symptômes qui sont très variables et très individuels, mais surtout, ce sont des symptômes qui évoluent en dents de scie. Donc, il y a une évolution très incertaine de la symptomatologie, ce qui entraîne malheureusement pour eux un certain manque de reconnaissance, surtout de la part de l'entourage, parce qu'on sait qu'au niveau de l'entourage, la famille, les proches, il y a un genre de relation inversement proportionnelle, c'est-à-dire que quand les symptômes durent trop longtemps, le sentiment d'empathie que l'entourage peut avoir pour la situation du proche malade diminue. D'autant plus que les symptômes vont en dents de scie, comme je disais. Donc, l'entourage ne comprend pas très bien comment gérer le malade. Alors, au niveau du milieu professionnel, même problème. On peut très bien imaginer un employeur qui se montre compréhensif quand on est en phase aiguë de la maladie. Donc, l'employé est off pendant un mois, disons. Et quand il revient, l'employeur s'attend à ce que l'employé reprenne le travail, soit de nouveau aussi efficace. Et bien sûr, dans la situation d'un Covid long, avec cette évolution en dents de scie, c'est tout à fait impossible. Mais alors, il y a également au niveau du milieu médical, là, ce n'est pas tellement un problème de reconnaissance, parce que les médecins savent bien que les symptômes présentés ou rapportés par le patient sont bien réels, mais malheureusement, comme disait Marie Brenet, les tests qu'on fait passer aux patients ne viennent pas toujours corroborer ce que le patient présente empiriquement, en tout cas, comme symptômes, ce qu'il rapporte comme symptômes. Et puis alors, il y a en plus de ça encore le problème, bien sûr, que les patients qui souffrent de Covid long et les patients qui ont eu un Covid dit léger, c'est-à-dire ces patients qui parlent d'une petite grippe qui dure 2-3 jours, portent la même étiquette. Donc, comment un patient Covid long, peut-il se positionner face à un patient qui présente plutôt des symptômes légers? Alors, il y a en plus de ça, bien sûr, persistance des symptômes. Et quand on ne présente qu'un seul symptôme, par exemple, un état dépressif ou bien un état de fatigue extrême ou des troubles de la mémoire ou de la concentration, quand il s'agit d'un seul symptôme, c'est plus ou moins gérable. Mais quand on cumule 2, 3, 4, 5 symptômes, la qualité de vie en est affectée. Et puis alors finalement, ce qui est aussi assez spécifique de ces patients, c'est ce sentiment d'abandon qu'ils ont de la part du monde médical, ce qui est quand même assez unique dans le monde médical moderne en tout cas. En général, les médecins représentent quand même la solution aux problèmes pour les patients. Le médecin a toujours réponse à tout, le médecin est là pour rassurer, il sait plus ou moins combien de temps les symptômes seront là. Et ici, dans le cas du Covid long, les médecins sont encore en plein apprentissage. Ils ne peuvent donc pas rassurer le patient. Donc souvent le patient, ce qu'on voit en tout cas avec les patients qui souffrent d'un Covid long, souvent ils se tournent vers les médecins généralistes avec qui ils ont déjà un lien de plus longue date avant d'être tombés malades et ça les rassure un tant soit peu. Mais alors quelles sont les conséquences de toutes ces spécificités psychologiques du patient qui souffre d'un Covid long? C'est bien entendu un risque très élevé de troubles dépressifs et de PTSD. Encore une fois, il y a une étude toute récente qui a été publiée sur le sujet, mais justement dans cette étude, ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'à peu près 40% des participants présentaient déjà des troubles dépressifs et anxieux avant le diagnostic Covid-19. Donc on peut se poser la question si la présence de troubles dépressifs et anxieux n'est pas plutôt un facteur de risque plutôt qu'une conséquence. Et ça rejoint ce que disait Marie Brenet tout à l'heure. D'autant plus qu'il y a persistance des symptômes physiques précisément chez ces patients qui présentent des dépressions ou un PTSD. D'où tout l'intérêt du screening psychopsychiatrique dans le Covid long. L'idéal serait bien entendu que les soignants, les médecins de toute discipline qui rencontrent les patients Covid long recherchent plus activement les symptômes psychopsychiatriques, même chez les patients qui auraient déjà eu des antécédents psychiatriques.
Alors, que faut-il rechercher justement chez un patient qui souffre d'un Covid long? Donc, ce discours dépressif ou anxio-dépressif, comment se présente-t-il? Ce sont les critères habituels auxquels tout le monde a déjà été confronté en tant que soignant. Ce sont les troubles de l'humeur, l'altération du sommeil et ou de l'appétit, la perte d'intérêt assez généralisée, des troubles de la concentration, une diminution de l'estime de soi et un sentiment de culpabilité. Alors, tous les symptômes ne doivent pas être présents, bien entendu. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que le diagnostic différentiel va être très compliqué parce qu'on sait maintenant d'expérience que la plupart des patients qui présentent un Covid long présentent à peu près toute cette série de symptômes. D'où l'intérêt de référer soit vers des psychologues, soit vers des psychiatres qui pourront faire le diagnostic différentiel. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une prise en charge psychologique avec des patients qui souffrent d'un Covid long? On se centre essentiellement sur l'expérience unique et individuelle du patient parce que justement, les symptômes sont très individuels. Comme je disais tout à l'heure, on a du mal à regrouper tous les symptômes dans un même groupe pour les patients Covid long. Donc, d'où l'intérêt de se concentrer sur l'expérience unique du patient. On applique des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves, parce qu'on entend un peu de tout pour l'instant au niveau des prises en charge psychologiques pour les patients Covid long. Maintenant, ça ne veut pas dire que des méthodes plus spécifiques ne vont pas être développées, mais il est un peu tôt pour parler de ça. Donc actuellement, on essaye d'appliquer les méthodes qui ont déjà fait leurs preuves parce qu'on sait d'expérience que ce qui compte, ce n'est pas tellement la méthode qu'on utilise, mais plutôt l'alliance thérapeutique qu'on peut établir entre le thérapeute et le patient. Et alors la chose peut-être un peu plus spécifique pour le patient Covid long, c'est que le psychologue va essayer de réinstaurer d'une part la confiance en soi, mais surtout aussi la confiance dans son corps. Parce que c'est surtout ça que le patient qui souffre d'un Covid long perd, il ne fait plus confiance à son propre corps. Donc on va proposer ou référer vers d'autres personnes qui pourront proposer des techniques de relaxation, des conseils d'hygiène de vie, notamment pour essayer d'améliorer les troubles du sommeil, et puis des exercices de mémoire pour essayer d'améliorer cette mémoire de travail qui ne fonctionne presque plus chez certains patients. Donc le psychologue va entendre la plainte, il va essayer de renarcissiser le patient, il va rappeler les ressources personnelles du patient aussi, il va essayer d'aller chercher les fins heureuses dans l'histoire du patient pour qu'il se rappelle qu'il est capable de rebondir, hein, il a cette résilience. On va travailler l'incertitude, qui est très grande, bien sûr, dans le Covid, mais aussi surtout dans le Covid long, parce qu'on ne sait pas combien de temps les symptômes vont perdurer. On va vérifier l'image de soi aussi. Est-ce qu'on peut bien imaginer que, par exemple, un patient qui serait un papa célibataire, mais qui, à cause du Covid long, ne peut plus travailler, n'a plus la force de faire à manger, n'a plus envie de jouer avec ses enfants parce qu'il a un trouble dépressif, on peut bien imaginer que l'image de soi en est particulièrement affectée. Et alors, ce que le psychologue va également proposer, ce sont des points d'ancrage pour que le patient puisse objectiver l'évolution positive de ces symptômes. Parce qu'il faut savoir que donc un patient, et ça c'est aussi vrai pour le Covid long que pour d'autres situations médicales, tant qu'il présente ne serait-ce qu'un seul symptôme, le patient a beaucoup de mal à objectiver une évolution heureuse de sa situation. Et donc, le psychologue va servir à ça, un peu comme fait le kiné aussi avec les patients qui souffrent de Covid long. Le kiné aussi va lui proposer des exercices et va démontrer au patient qu'il fait ces exercices de mieux en mieux. Et puis alors, finalement, on va surtout établir des objectifs peu ambitieux et à court terme pour essayer de ne pas perdre le patient en cours de route, parce que ce sont des patients qui perdent espoir et qui ont beaucoup de mal à croire à une évolution positive de leur symptomatologie. Donc la prise en charge psychologique va être intégrée à la prise en charge médicale, d'une part pour améliorer l'adhérence au suivi médical, parce que justement le suivi médical, malheureusement, a plus de mal à montrer au patient qu'il est en train d'aller mieux, et puis aussi pour avoir un plus grand impact de la prise en charge générale. Donc on appuie beaucoup ce travail en réseau, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu dans d'autres affections pulmonaires à long terme du type asthme et BPCO. On a pu remarquer, enfin différentes études en tout cas ont pu démontrer que si on traite l'anxiété du patient, si on traite la santé mentale du patient, on améliore la qualité de vie et on maintient un certain niveau d'activité physique, ce qui entraîne à son tour une amélioration de la gestion des symptômes et on l'espère une guérison à long terme. Donc encore une fois ici on voit combien il est important
que les soignants, les médecins surveillent la santé mentale des patients Covid long et encouragent les patients à se faire suivre au niveau psychologique en parallèle avec tout ce qui est plutôt médical, comme la revalidation respiratoire. Donc, pour conclure, on va surtout encourager le travail en réseau. Donc, on va travailler en collaboration avec les médecins généralistes, les kinés, les pneumos, les cardios, les psychos, pour essayer d'arriver à la guérison la plus complète de ces patients qui se retrouvent malheureusement dans une situation où souvent ils ont un peu ce sentiment de morcellement, hein, ce sentiment de ne pas être une entité comme d'habitude et qui se trouvent devant une situation médicale où à cause de cette évolution en dents de scie, l'évolution est très incertaine et le patient souvent se sent incompris, même vis-à-vis du médecin. Le médecin qui essaye de rassurer n'y arrive pas toujours, malheureusement. Et donc, ce travail en réseau est essentiel avec le patient qui souffre d'un Covid. Bien. Bon, j'ai une série de questions brûlantes, d'autres aussi, mais enfin, on va d'abord aller dans le sens des solutions. Et peut-être, notamment, on a pas mal parlé de symptômes qui pouvaient être liés à des problèmes de dysautonomie. Donc, Paul Verbank a étudié cela, donc je lui ai demandé un peu de nous confier où il en était dans des choses qui pourraient paraître vagues, mais qui sont peut-être plus précises. Donc, effectivement, je vous fais part d'un travail que nous avons réalisé, qu'on est parvenu à publier finalement récemment. Donc, l'article est paru il y a une semaine et demie maintenant. Je voudrais quand même, avant de vous donner très brièvement, hein, tu m'as demandé d'être succinct, hein, très brièvement les résultats de l'étude, vous parlez quand même du contexte, parce que le contexte est très important. Donc, d'une part, c'est un travail effectivement qui a été élaboré au mois de septembre, hein, et au mois de septembre, finalement, il faut bien dire que le Covid long, le corps médical, dans sa majorité, en tout cas pas son exclusivité, mais dans sa majorité, finalement, niait l'existence. Hein. Et donc, ça, c'est vrai que quand on faisait la littérature à l'époque, finalement, il y avait un certain nombre d'opinions, il y avait peu de données. Hein. Donc, les choses ont bien changé en un peu plus de 6 mois. Mais donc, ça, c'est le contexte, effectivement, dans lequel nous avons construit ce protocole. D'autre part, nous l'avons construit dans un contexte de travail particulier. Hein, donc là, c'est peut-être utile de le dire aussi. Hein, c'est que finalement, c'est un protocole qui a été mené dans un environnement de pratique médicale libérale, donc avec des personnes uniquement ambulatoires. Hein, et d'autre part, qui nous sommes. Donc, c'est vrai que je suis un ancien de l'hôpital Bruckmann et un ancien encore avec des liens, mais il n'empêche, finalement, pourquoi nous sommes intervenus dans ce sujet, hein, c'est surtout finalement en tant que participant, propriétaire, gestionnaire finalement d'une association qui est une spin-off en fait construite autour de 2 laboratoires, la faculté des sciences de la motricité, le laboratoire de mon ami Guicheron et le mien. Donc, nous nous intéressons finalement depuis quelques années maintenant aux techniques de stimulation électrique cérébrale. Donc, ça place. C'est pour ça qu'à un certain moment, on nous a sollicité, c'est en fait notre sponsor, c'est la région Wallonne, en disant est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec vos outils contre le Covid? Et la motivation, c'était, vous savez, on a eu des fonds européens, mais on ne sait pas, on va nous les prendre parce qu'on n'a pas su comment les utiliser. Donc, c'est bizarre, mais enfin, c'est comme ça que ça se passe. Donc, à l'époque, et encore maintenant, finalement, le COVID long, on n'en connaît pas les causes, hein, mais l'hypothèse qu'on a faite, et elle semblait raisonnable à cette époque-là, en tout cas, hein, c'est que finalement, il y a une situation d'hyperinflammation qui a été décrite et redécrite finalement dans le Covid aigu. Hein, et finalement, notre hypothèse a été que finalement, un maintien à bas bruit de l'état hyperinflammatoire pourrait générer en fait des symptômes sur le long terme. Alors, le nerf vague, encore une fois, je vais être succinct, mais quand même, c'était pas tout à fait fou de faire ça, pour 2 raisons. D'une part, parce que la stimulation du nerf vague est quelque chose qui est susceptible de diminuer les facteurs inflammatoires au niveau circulatoire.
Et d'autre part, il y avait déjà une étude pilote qui avait été réalisée, pilote-pilote. Hein, donc, notre étude est pilote, mais là c'est une étude pilote-pilote, hein, non pas sur le Covid long, mais sur le Covid aigu, hein, chez les personnes en détresse respiratoire. Et donc, à ce point de vue-là, il y a 2 plus 1 cas de personnes chez qui on a pratiqué une simulation du nerf vague avec une diminution de la détresse respiratoire. Bon. La littérature, je pense, n'est pas devenue plus riche sur le sujet depuis lors. Alors, en point de vue pratique, la stimulation du nerf vague est devenue quelque chose de simple. Donc, c'est toute une histoire que je ne vais pas raconter ici, même si elle est intéressante. Mais aujourd'hui, la stimulation du nerf vague est quelque chose qui est techniquement simple et qui est suffisamment simple pour que les personnes puissent en fait s'auto-stimuler. On leur apprend à le faire, mais c'est une technique, comme vous le voyez, que la personne peut emporter avec elle, bon, même si nous sommes en contact permanent avec les gens. Hein, ils ne sont pas obligés finalement de séjourner chez nous quotidiennement. Même si l'étude que je vais vous rapporter a justifié le fait que finalement nous soyons en contact de proximité. Donc on a vu ces personnes finalement tous les jours pendant la durée de l'étude. Bon, peut-être encore une remarque à ce point de vue-là, c'est que c'est une étude, en effet, qu'on peut appeler préliminaire, même si 20 patients à ce point de vue-là, ce n'est pas si mal que ça. Hein. Aujourd'hui, c'est une étude qui, d'une manière ou d'une autre, oui, la période de 2 semaines que je vais vous rapporter est quelque chose qui, de fait, est passé depuis un bout de temps. Mais à côté de ça, nous continuons à avoir actuellement des personnes qui nous consultent et qui continuent finalement à être évaluées. Donc aujourd'hui, j'ai l'expérience d'à peu près une centaine de cas, hein, et qui ne démentent pas finalement ce que je vais vous montrer. Donc l'expérimentation elle-même, donc on a recruté 20 patients, et donc au total, à cette époque-là, les médecins traitants ne référaient pas parce qu'ils pensaient que ça n'existait pas, ou ils ne savaient pas, ou bien ils envoyaient chez un psy. Non, j'ai des choses à dire sur le sujet, peut-être au moment de la discussion. Hein. Et donc, qui a fait que nous avons finalement eu rapidement beaucoup de patients, c'est en fait au départ des réseaux sociaux. Hein. Il y avait effectivement un groupe Facebook qui s'appelait, si je ne me trompe, Les Oubliés du Covid. Hein. Avec une dame qui est passée à la télé à un certain moment, je me suis dit, tiens, puis on l'a contacté, puis finalement, au bout de 48 heures, finalement, notre groupe de 20 patients était complété. Il y avait des personnes qui finalement étaient déçues de ne pas pouvoir entrer. Donc il y avait une attente immense. Donc, toutes ces personnes ont eu un épisode aigu, même s'il a été, pour la majorité des personnes que nous avons eu l'occasion de voir, finalement minime. Hein. Personne ne s'est trouvé aux soins intensifs. Et 2 personnes, finalement, sont allées à l'hôpital, mais surtout parce qu'ils étaient inquiets. Donc, ils sont allés, puis on les a renvoyés chez eux. C'est des personnes qui ont une pathologie persistante, c'est le critère qu'on a pris depuis un minimum de 3 mois, mais pour certaines personnes, ça allait jusqu'à 10 mois. Ce qu'on a fait, c'est de caractériser le syndrome. Donc, ce qui était très intéressant, c'est en fait de rencontrer toutes ces personnes, et de les rencontrer longuement, finalement. Je les ai vus à titre personnel tous pendant un minimum d'1 heure pour commencer. Et puis, il y a 2 autres personnes de l'équipe qui les ont revus, ont tissé des liens avec. Donc, ce que racontent les gens à ce point de vue-là était extraordinairement instructif. Donc, on a caractérisé leur syndrome, on a fait le listing des symptômes, je vais vous les montrer tout de suite, et il a fallu finalement, sur cette base-là, hein, puisque c'était une étude, constituer en fait une technique de quantification. Donc, c'est ce qu'on a fait, je vais vous montrer brièvement comment nous avons fait. Et donc, l'étude elle-même a porté en fait sur 2 semaines. Hein, 2 semaines où les gens étaient stimulés quotidiennement, enfin pas tout à fait, parce que finalement, là, il y a... étant donné le contexte particulier, les gens devaient venir. Bon, nous autres, on n'avait pas nécessairement envie de travailler tout le temps non plus. Donc, les gens sont venus 2 fois 5 jours. Et ils avaient congé le samedi et le dimanche, et nous aussi. Bon. Je peux dire des choses effectivement sur les conséquences que ça a eu. Et d'autre part, je vous rappelle qu'on était parti avec à ce point de vue-là, une hypothèse d'état hyper-inflammatoire persistant. Donc, on a dosé finalement de nombreuses cytokines en collaboration avec le laboratoire d'immunologie de l'hôpital Bruckmann. Alors, au point de vue symptomatologique, il y a une constante. Tout le monde se plaint de fatigue.
et considèrent ça comme le symptôme cardinal. Alors, la fatigue que les gens décrivent à ce point de vue-là, ils le décrivent tous comme une fatigue anormale. C'est plutôt une sensation d'épuisement. Hein. Donc, pour ne pas être trop long, je vais simplement vous en dire une chose, hein, c'est que finalement, et cet exemplatif de ce que nous racontaient toutes les personnes, une dame d'environ 35 ans, au départ sportive, active, etc., disait, et j'étais dans ma cuisine, hein, et pour aller à mon lit, mon mari est obligé de me porter. Hein. Donc, et ce n'est qu'un exemple finalement de ce que toutes ces personnes finalement rapportent. Hein. Les troubles cognitifs sont également très fréquents, et là aussi on a exploré les choses plus. Hein. Donc aujourd'hui, nous avons une idée quand même assez précise sur ce qu'est la nature et en tout cas les manifestations de ces problèmes cognitifs. Des douleurs, c'est quelque chose qui est fréquent aussi, avec des drôles de douleurs. Hein. Souvent, ce sont en fait des sensations de brûlure au niveau du thorax. Ouais, c'est aussi des maux de tête, c'est aussi des douleurs au niveau des membres, mais quelque chose de caractéristique, de bizarre, c'est effectivement cette sensation de brûlure des deux côtés du thorax. Des problèmes respiratoires, oui, jusqu'à un certain point, mais donc la plupart des personnes n'avaient guère de séquelles finalement de l'épisode aigu, qui avait été minime à ce point de vue-là. Et donc, trouble respiratoire, c'est quoi? Pour la plupart des gens, ce n'était pas vraiment une dyspnée, c'était plutôt je tousse encore. Des nausées, des troubles intestinaux, c'était des alternances en fait de constipation et puis en fait de diarrhée cataclysmique. C'est quelque chose qui venait souvent dans la conversation, des yeux enflammés, une perte de goût d'odorat, mais donc chez à peu près la moitié des gens. Donc c'est vrai que beaucoup avaient récupéré en partie à ce moment-là, mais enfin, ce n'était pas quelque chose qui était omniprésent. Un état vagal, l'hypothymie. Bon, les troubles du sommeil, on en a dit quelque chose, et là aussi, c'est pour ça que j'ai marqué apnée avec un point d'interrogation. À ce point de vue-là, il y a de drôles de trucs que les gens rapportent. Hein. Des palpitations, et bizarrement des veines gonflées. Les gens sont en pleine, mais c'est visible aussi, hein, en particulier au niveau des mains et des pieds. Vraiment, il y a une turgescence un peu importante veineuse, et ça va, ça vient. Donc, on a été témoins. Alors, construire une échelle d'évaluation à ce point de vue-là, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, c'est évidemment quelque chose qui est basé sur le subjectif, c'est ce que les gens rapportent. Donc, ce qu'on leur a demandé, c'est en fait d'établir, et on les a aidés à construire finalement une liste exhaustive de leurs plaintes au moment dans les jours qui ont précédé le début du traitement. Alors, pour chacun de ces symptômes, on leur a demandé de se scorer entre 0 et 10, donc en prenant finalement à ce point de vue-là, comme modèle, le thermomètre de la douleur qui existe. Donc, c'est une échelle visuelle analogique. Et donc, pour chaque symptôme, il y avait un score de 0 à 10. Et puis, pour chaque personne, finalement, avait à ce moment-là un score total qui lui était personnel. Donc, il y a eu un dépouillement, une analyse statistique, évidemment, qui était adéquate par rapport au fait que les unités étaient quelque chose qui variait d'une personne à l'autre. Alors, il y a énormément d'autres choses que je peux vous montrer au point de vue des résultats, mais ceux-ci finalement résument la situation. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Oui, on le voit bien. Allons-y, pointons. Pointons, d'accord. Mais donc, ce qu'on voit à ce point de vue-là, c'est qu'en tout cas, au bout de 2 fois 5, après 10 stimulations, la symptomatologie dont les gens se plaignent s'effondre. Hein. Bon, donc, donc, toutes ces personnes nous disent « Ah, je vais vraiment beaucoup mieux ». Et ça se traduit par le fait qu'ils reprennent des activités. Aujourd'hui, on a évidemment un recul qui est plus important par rapport à la symptomatologie, mais finalement, une semaine après, donc cette semaine après-là, ils n'ont plus été stimulés finalement pendant une semaine. Hein. Bon. Et le mieux, c'est quelque chose qui se maintient. Bon, évidemment, vous me direz, et Elie m'en a fait la remarque, on n'a pas de groupe contrôle ici. Hein, donc, c'est pas vrai, on n'a pas de groupe contrôle. À côté de ça, il y avait de bonnes raisons pour ne pas en avoir à ce stade-ci. Donc, il y a une autre étude qui est en train d'être construite pour l'instant dans laquelle il y aura un groupe contrôle. Enfin, à côté de ça, oui, il n'y a pas de groupe contrôle, même si nous ne manquons pas d'informations à ce point de vue-là.
Donc, en résumé, on a caractérisé les manifestations du Covid long. La stimulation non invasive du nerf vague permet, même si l'étude n'est pas contrôlée, d'amender largement la symptomatologie, avec effectivement une remarque qui est, bon, est-ce que tout le monde est guéri au bout de 2 semaines? La réponse est non. Donc, il y a des gens qu'on suit depuis plus longtemps, avec effectivement des symptômes qui, d'une certaine manière, ont commencé à réapparaître à un certain moment, mais toujours selon des modalités plus faibles. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On les a restimulés aussi avec une bonne réponse. Donc, les mécanismes à ce point de vue-là, bon, ça, je peux effectivement expliquer pourquoi nous croyons que l'effet placebo, évidemment, dans une étude comme celle-ci, il est indiscutablement présent. Qu'il y a une attente un peu magique par rapport à un traitement comme ça pour des gens qui n'en sortent pas depuis longtemps. Évidemment, ça existe. Toutefois, je pense avoir des arguments, de bons arguments pour dire qu'en tout cas, ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. L'hypothèse hyperinflammatoire, donc on a dosé des cytokines, et donc l'hypothèse hyperinflammatoire, ça je ne vous montre pas, mais donc nous avons ces résultats. L'hypothèse hyperinflammatoire est quelque chose qui n'a pas été confirmé. Donc ces personnes ne présentaient pas finalement en fait de quantité de différentes catégories de cytokines plus élevées par rapport finalement au nombre de références. Et d'autre part, pendant la période de stimulation, ça a été donc fait après 1 semaine, après 2 semaines, ben finalement, on n'a pas vu de changement. Donc, alors aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose qui est de plus en plus affirmé, et on a des arguments pour ça aussi, c'est de se dire, finalement, en tout cas, une partie de la symptomatologie est liée à une dysautonomie. Ça semble effectivement quelque chose qui est cohérent, en tout cas. Alors, je présente les choses évidemment d'une manière qui, d'une manière ou d'une autre, permet de communiquer, mais elle ne me plaît pas tout à fait parce que évidemment, ça semble plutôt un slogan qu'autre chose. En stimulant le nerf vague, c'est un petit peu comme si d'une manière ou d'une autre, on faisait un reset du système nerveux autonome. Bon, Tu dois terminer, Paul. J'aimerais qu'on garde un peu pour la discussion. OK. Attends, qu'est-ce que j'ai encore? Non, ça va. Écoute, ceci était la dernière, donc c'est terminé. OK. Bien. Eh bien, merci. Je crois que la discussion a déjà commencé au travers du chat. Et donc, il y a certaines réponses qui ont été données. On parlait du déconditionnement. Je pense que Marie a précisé ce qu'il en était. Et cette question, je pense qu'on ne doit plus y revenir. Bon, alors si je veux être un petit peu brutal, au risque d'être caricatural, mon sentiment, c'est qu'on a d'une part des patients qui ont été gravement malades, hospitalisés, a fortiori à l'USI, avec toute une série de lésions structurelles. Ça, c'est le point 1. 2, il est vraisemblable qu'il y ait une série de problématiques auto-immunitaires qui vont survenir dans les suites d'une infection par ce coronavirus. Et ceci représente probablement une minorité de cas, mais il faut y être attentif. Et la toute grande majorité s'apparente au syndrome de fatigue chronique ou à des troubles multisomatoformes. J'aimais bien la diapo de Marie montrant d'un côté les hommes qui avaient été très malades, etc. Et à côté de ça, 83% de femmes ou un peu plus qui représentent exactement la même proportion dans le genre du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie, des pseudo-Lyme et de l'ELERS dans l'os faussement diagnostiqué. Et donc, je pense que ça, donc, j'ai dit d'entrée de jeu que j'allais être très caricatural. Voilà, j'aimerais bien qu'on discute sur cet aspect un petit peu rigide de ma définition, mais je pense que c'est probablement pas tellement loin de la réalité. Et par rapport à la prise en charge, est-ce que, par analogie au syndrome de fatigue chronique, et je lance la question à Marianne,
on ne parle pas de cognitivo-comportemental. Est-ce que les approches cognitivo-comportementales sont finalement dans les différents types d'approches, dans le syndrome de fatigue chronique et d'autres affections somatoformes, apportent quand même des bons résultats? Qu'est-ce que tu en penses? Un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, donc en psychologie, ce qu'on voit, et ça s'applique aussi à tout ce qui est neuropsychologie, dans des problématiques telles que le syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, et l'air dans l'os, toutes ces maladies un peu invisibles et difficilement diagnosticables, ce n'est pas tellement la méthode qu'on utilise. Donc c'est vraiment ce lien avec le thérapeute qui compte. Donc peu importe la méthode qu'on utilise, c'est pour ça que je disais, on doit faire très attention à tout ce qui est en train d'être mis en place au niveau psychologique pour les patients Covid long. On essaye de vendre, entre guillemets, aux patients des méthodes miracles, mais au niveau psychologique en tout cas, mais en fin de compte, des méthodes miracles n'existent pas. Donc c'est vraiment ce lien qu'on peut établir, la confiance qu'on peut établir entre le thérapeute et le patient. Et donc oui, les thérapies cognitivo-comportementales vont très bien marcher pour un certain nombre de patients, mais d'autres patients, ça ne marchera pas du tout et on aura les mêmes proportions par rapport à une autre patientèle. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre, dans l'expérience qu'on a jusqu'à présent en tout cas. Hein, parce que, comme je disais dans ma présentation, ce qu'on voit par contre, c'est qu'on doit, au niveau psychologique, aussi prêter attention à l'évolution au niveau physique, et pas uniquement émotionnel et psychologique. Mais même ça, même si je fais la distinction pour le Covid long, même ça, on le retrouve dans d'autres affections aussi. On fait quand même toujours attention à tout ce qui est somatique aussi en psychologie, surtout si on travaille en milieu hospitalier. OK, mais je pense que dans l'approche, il faut véritablement identifier à quelle catégorie de patients on a affaire en fonction de la maladie qu'ils ont manifestée. Moi, dans mon expérience, et aussi, et par rapport d'ailleurs à l'anxiété dans la population générale, j'ai comme ça quelques patients qui n'ont pas eu de PCR positif, qui sont persuadés d'avoir le COVID. Ils n'ont pas eu de sérologie après, mais vous savez, docteur, les anticorps peuvent partir. Et donc, ils ont toute une série de symptômes dont ils veulent se raccrocher au COVID comme cause. Et donc, à l'origine, ils cherchent une identification de leurs symptômes, un peu comme on voit chez les fibromyalgiques et ces patients qui souffrent de fatigue chronique. Et je crois que ceci et la prise en charge doit quand même être fort différent des patients qui ont eu un COVID sérieux au plan de l'atteinte organique. Alors, il y avait... Je peux faire une remarque? Oui. Dans le Covid long, on a l'impression que, heureusement, ces manifestations sont limitées dans le temps. Et donc, ce que moi j'ai observé chez plusieurs patients en consultation, c'est qu'à un moment, il y a un phénomène on-off et toutes ces plaintes disparaissent. C'est parfois après 3 mois, c'est parfois après 6 mois. Je pense que Tatiana Beshamer, qui est avec nous, a une expérience beaucoup plus grande que la mienne sur l'accord qui est suivi à Bruckmann, mais elle peut peut-être commenter ça aussi. Et ce sera la différence entre nos fibromyalgiques, nos syndromes de fatigue chronique et peut-être le Covid long qui sera autolimité malgré tout, même s'il y a une chronicité voilà, par rapport à une maladie aiguë. Oui, ça me faisait penser à une patiente qui me disait, docteur, j'ai un syndrome de fatigue chronique aiguë. Donc ici, ce sera un subaigu alors. Il y a Brigitte Welkeniers voilà, qui apportait un élément par rapport aux manifestations auto-immunitaires dans l'ensemble de cette problématique avec une série de données par rapport à la persistance de cellules T au niveau des poumons et d'autres structures, et donc qui pourrait expliquer la prolongation d'une série de manifestations cliniques. Quand je mettais dans le chat, alors c'est vrai, mais il faut absolument qu'on ait des études contrôlées. Bon, Paul avait répercuté la remarque que j'avais faite avant, mais c'est vrai pour l'ensemble des manifestations qu'on est amené à traiter. On doit absolument avoir des études contrôlées. Sans ça, on n'en sortira pas. Paul, une remarque par rapport à ça? Oui, je suis évidemment d'accord sur le fait que pour valider les choses, affirmer les choses, on a besoin d'études contrôlées.
Mais à côté de ça, on a besoin aussi, d'une certaine manière, d'une expérience clinique dans laquelle on a le sentiment de pouvoir être efficace. Hein. Et donc, d'une certaine manière, pour la fibromyalgie, bon, c'est un parallèle. C'est la même chose, je dis j'ose pas faire ça, mais il y a des choses qui se ressemblent. Hein. À un certain moment, ce sont des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nous disent je n'en sors pas. Hein. Et je n'en sors pas pourquoi, mais parce qu'il y a toute une série de choses, de symptômes. À partir du moment où on parvient à toucher d'une manière à soulager finalement des symptômes, quels que soient finalement la manière dont on le fait, hein, que ce soit par magie ou par électrophysiologie ou par autre chose, on est dans un autre contexte, on a accès aux patients, on devient crédible. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles nous nous intéressons en fait aux techniques de stimulation électrique cérébrale. Beaucoup de fibromyalgiques, évidemment, se plaignent d'avoir mal, hein, sont coincés par des antidouleurs qui prennent de Ils ont manière... une hypersensibilité cérébrale avec des médiateurs qu'on ne connaît pas. Exactement, mais donc la stimulation électrique cérébrale souvent permet de reprendre la main. Et allons dans un autre contexte. Les gens ont confiance. Hein. Ils sont pas, c'est pas fini, mais tout à coup, là, ils se disent, bon, ben, allez, là, je peux recommencer à vivre. Non, non, écoute, c'est un pragmatisme. Enfin, je suis assez d'accord sur ce pragmatisme par rapport à des gens qui sont en souffrance et s'il y a moyen de les améliorer avec des techniques de ce type-là. Non, Je n'ai pas de souci, mais par rapport à nous-mêmes, à la propre connaissance, ça vaut la peine de savoir quand même ce que l'on fait en réalité. on est bien d'accord. Okay. Même si effectivement, ici, je pense qu'on est... Enfin, soit. Ok, d'accord. J'ai fait passer le message que je pensais devoir faire passer. Oui, sûrement. Alors, dans le chat, Tatiana, alors, il y avait une question sur l'incidence du Covid long dans les pays non occidentaux, Afrique, Inde, Asie du Sud-Est. Alors, on n'a pas des études, enfin, dans les nombreuses études qu'on a pu voir, et je fais référence notamment à l'étude du Nature Médecine. Bon, il y avait une étude chinoise, mais le reste, c'était quand même plutôt de l'européen. Ma connaissance, je n'ai pas d'études en Afrique ou en Inde. J'imagine que ça va sortir, sauf si il y avait certains intervenants qui avaient une réponse à cette question. Alors Corinne Petitjean, dans ma patientèle, sont surtout des patients actifs et très peu plaintifs habituellement. Sans vouloir être caricatural, ce n'est pas le même type de patient. Encore une fois, je pense qu'il faut voir les patients qui étaient des patients actifs et qui se retrouvent aux soins intensifs de façon prolongée. On peut comprendre qu'il y a toute une série de problèmes qui vont survenir. Donc, moi, ce qui m'interpelle plus, c'est des personnes qui ont fait un COVID léger, voire asymptomatique et puis qui ont des plaintes. Et donc, ça, je trouve véritablement une population extrêmement intéressante à étudier parce que là, on se met à l'abri d'une série d'impacts structurels, pulmonaires, cardiaques, etc., qu'ils n'ont pas eu et où ils pourraient néanmoins avoir quelque chose de plus subtil, qui soit d'ordre immunitaire ou d'une endothélite infraclinique, que sais-je. Et c'est en particulier pour ces patients-là qu'il est vraiment important d'avoir des contrôles. Je me souviens de congrès sur le syndrome de fatigue chronique, notamment des Hollandais, qui exigeaient pour pouvoir faire une véritable étude que les patients qui souffraient de syndrome de fatigue chronique devaient venir avec eux en tenant par la main deux de leurs amis qui n'avaient pas de fatigue chronique, avaient le même âge, et pour pouvoir véritablement faire une étude contrôlée, parce on a mis en évidence aussi des troubles immunaux chez ces malades, mais qui étaient plus finalement la conséquence que la cause de leurs problèmes. Donc ça, c'est quand même assez complexe. Alors, il y a une question pratique de Stéphane Caillot. Le risque thrombotique chez les patients sévères nécessite-t-il une anticoagulation prolongée de 3 à 6 mois? Là, je pense que c'est une vraie question. J'aurais tendance à dire oui chez les patients sévères, a fortiori
s'ils ont fait un incident thrombotique à la phase aiguë, on sait qu'en dehors de la COVID, plus on prolonge un traitement anticoagulant chez quelqu'un qui aurait fait une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire, moins on a des risques de récidive. Ça, c'est dans le tout venant. Et donc ici, dans une population particulièrement à risque, je pense il serait prudent de prolonger. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il faut introduire un traitement anticoagulant chez des patients qui n'appartiennent pas à ce groupe. Là, je serais quand même plus mitigé. Vous avez vu dans les chiffres que je vous ai montrés que le risque d'accident thromboembolique est quand même relativement faible. Et donc, si on est trop systématique, on va induire des troubles hémorragiques chez des patients qu'on va anticoaguler de façon inappropriée. Par contre, il faut être attentif aux plaintes qui pourraient survenir et donc qui pourraient éventuellement être en relation avec un problème thromboembolique au décours et dans les mois qui suivent un COVID, et deux, éventuellement d'individualiser la prise en charge en fonction de facteurs de risque, avoir là une attitude qui soit une attitude plus proactive, mais de façon ciblée. C'est 14% des patients qui se présentent aux urgences pour un COVID symptomatique, des événements thromboemboliques, quand on screen tout le monde par angioscan. Et il y a une étude française qui a démontré ça. Mais donc, ils sont suffisamment symptomatiques pour venir aux urgences. Et dans cette population-là, c'est 14%. Et donc, oui, ça veut dire que tous ceux qui sont plus légers, c'est probablement encore beaucoup moins. Et effectivement, une anticoagulation prophylactique n'est probablement pas nécessaire chez tout le monde. Mais donc, je pense que ça vaut quand même la peine de garder cette possibilité à l'esprit. Et comme tu l'as souligné, on peut avoir l'apparition d'une dyspnée des semaines éventuellement après, donc ne pas se contenter de dire bah oui, c'est un COVID long, mais se dire attention, est-ce qu'il ne pourrait quand même pas s'agir d'un incident de type thromboembolique avant de banaliser la plainte, quoi. Il y a une question sur des données en IRM cérébral fonctionnelles chez ces patients. Paul, tu as une idée de cela? Il ne me semble pas qu'il y en ait, en fait. Pas qu'il ait été attiré mon attention. J'avoue que finalement, j'ai pu faire la littérature sur le sujet au cours du dernier mois. Donc, il y a peut-être des choses plus récentes. Par contre, Tatiana Bess est encore avec nous, parce que je pense qu'elle a une certaine expérience finalement en fait de la réalisation de spectres chez des personnes en COVID long. Il y a des données de Marseille où ils ont fait les PET cérébraux qui montrent des hypoperfusions au niveau limbique, frontal, pariétal et qui est corrélé cliniquement à ces plaintes de brain fog que les patients décrivent et qui s'améliorent avec le temps. Effectivement, et en technique radioisotopique, donc là, une fois, ce sont nos amis de Bruckmann qui l'ont réalisé chez un certain nombre de patients, et à ma connaissance, effectivement, ils retrouvent des choses du même ordre. Voilà, mais Tatiana demande la parole, donc elle peut expliquer. Oui, tout à fait, mais elle le sait mieux que moi, puisque effectivement, c'est elle qui a fait ça. Ok, mais alors qu'elle s'exprime, alors, ce sera plus facile que dans le chat. Tatiana, tu peux activer ton micro. Oui. Oui. Elle a levé la main, on lui donne la parole. Elle ne veut pas parler? Tatiana? Non, elle reste silencieuse. Bon. Jean-Christophe Goffard nous disait qu'il y a effectivement eu de l'imagerie fonctionnelle dans l'anosmie. Frédéric Van der Geen suggère de doser des dimères à distance d'épisode aigu pour sélectionner des candidats anticoagulation plus prolongés. Je crains que ce soit peut-être pas suffisamment spécifique. Par contre, associer des dimères à une plainte nouvelle, ce serait probablement une piste éventuellement intéressante.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commentaire? Ah, Tatiana qui demande si on l'entend. La réponse est non, mais il faut activer le micro. Non, je crois qu'il y a quelque chose qui bug. En plus, l'image est figée. Ah. Non, ça reste silencieuse. Jean-Christophe, tu as fait une remarque par rapport au lien de l'imagerie fonctionnelle? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Ah, d'accord, ça fonctionne. Non, il n'y a pas grand-chose. C'est un contexte tellement différent, évidemment, du Covid long, vu que c'était des patients qui avaient été sélectionnés par Maxime Hyssen et Xavier Detiège pour l'apparition d'une anosmie, en se demandant évidemment si cette anosmie était d'origine centrale ou liée. Donc, il y avait peu de retentissement au niveau central, en fait, et chez des patients, on est dans une phase évidemment beaucoup plus aiguë, mais où l'hypothèse de la neuroinvasion était intéressante, vu le tropisme potentiellement neurologique du coronavirus, et vu l'hypothèse finalement émise très rapidement d'une atteinte du tronc cérébral pour les patients graves avec cette hypoxia, avec ces troubles ventilatoires qu'on voyait parfois même dans la phase aiguë. Mais il n'y a rien de revanche dans cette étude de PTR par rapport à des atteintes structurelles importantes. Ça ne veut rien dire. En soi, je pense que ça n'est pas suffisant pour dire qu'il n'y a pas de tropisme, évidemment. Oui. OK. Brigitte Delconirs, Brigitte, tu voulais refaire un commentaire par rapport à l'hypothèse immune. Alors, c'est vrai qu'on a notamment des thyroïdites au décours de la COVID. Mais enfin, des thyroïdites existent aussi sans COVID et je reste toujours un petit peu dans... Et j'ai aussi un patient qui a développé une polyarthrite séronégative au décours d'une COVID, mais je reste mal à l'aise sans population contrôle. D'autant plus mal à l'aise que j'ai envie d'y croire parce qu'on a quand même toute une série d'arguments pour dire qu'il peut y avoir des problèmes auto-immunitaires qui sont déclenchés par ce virus. Qu'est-ce que tu en penses? C'est clair qu'il y a eu, on a eu beaucoup de thyroïdites qu'on a vu qui sont des thyroïdites lymphocytaires, un peu comme dans les deux Kervin, c'est-à-dire des thyroïdites destructives et qui apparaissaient relativement, je dirais, en déant les 2-3 mois après l'infection au Covid. Maintenant, comme tu dis, en effet, il n'y a pas de population contrôle. Mais il y a quand même d'autres phénomènes auto-immunitaires. Tu parlais du Kawasaki chez les enfants qui étaient souvent asymptomatiques et qui présentaient par après avec des Kawasaki les syndromes antiphospholipides. Et c'est vrai, d'autres maladies auto-immunitaires qui se sont manifestées après le Covid, après l'infection par le SARS-CoV-2. Donc, je pense qu'il y a quand même quelques données dans la littérature qui permettent de dire qu'il y a un phénomène chez certaines personnes, on ne sait pas lesquelles, peut-être certains sont plus prédisposés que d'autres pour faire ces phénomènes auto-immunitaires et une activation des cellules cytotoxiques qui sont à la base de ces manifestations. Oui. Élie, je peux dire quelque chose? C'est Françoise. Oui. Oui, Françoise, vas-y. Moi, j'ai 2 patients qui ont développé une maladie de Masdorf tout à fait réelle, avec des anticorps anti-TSH positifs post-vaccination. Et il y a un article qui vient de paraître dans Thyroid, qui est encore online, je crois, où ils décrivent des cas de Covid qui apparaissent dans les 2-3 jours après vaccination. Des cas de maladie de Masdorf qui apparaissent dans les 2-3 jours post-vaccination. Et, enfin bon, écoute, j'ai pas lu l'article dans le détail, mais il parle de l'adjuvant aussi au vaccin. Enfin, je ne sais pas, enfin, manifestement, voilà.
Donc maintenant, on a des trucs post-vaccination qui apparaissent. OK. Mais Moi, dans je dis rien, je ne suis pas du tout spécialiste, je ferme mon micro. dans la famille relativement proche, le monsieur fait une hépatite dont on a fait toute la mise au point dans les 2 semaines après son Covid, et son épouse fait un base-doff dans le même délai de temps. Il me semble qu'il y a une anormalement incidence élevée d'hyperthyroïdie, soit sur thyroïdite, soit sur base-doff, soit je ne sais pas. Et j'en vois plein. Oui. Je peux confirmer ça. Il y a aussi des études là-dessus qui ont été publiées. Hein. Ouais. Oui. OK. Mais donc, cet aspect-là, je pense que ça, c'est une réalité. Bon, ce virus a tendance à donner toute une série de trucs auto-immuns, ça paraît assez clair. Maintenant, si on regarde la masse des gens qui souffrent de Covid long, voilà, j'hésiterais à faire passer le message que tout ça représente de l'auto-immunité subtile. Et donc, je pense que toute cette pandémie révèle des problèmes psy sous-jacents, probablement dans des populations à risque. Ça peut être des rappels d'une fragilité antérieure. Je pense que quand on regarde et qu'on interroge correctement des patients fibromyalgiques, dans 85 à 90% des cas, on retrouve quand même des stress importants dans l'enfance, que ce soit de la maltraitance, du viol, etc. Donc, il y a quand même une susceptibilité qui concerne quand même un nombre important de patients. OK, enfin, le fait que même un pourcentage probablement faible sont susceptibles de développer des maladies somatiques, en particulier auto-immunes, doivent, à mon sens, c'est un des messages, doivent nous mettre à l'abri d'une banalisation de ces plaintes. Et donc, comme dans toute situation en médecine, il faut analyser correctement la symptomatologie présentée, écarter les problèmes somatiques avant de conclure à ce qu'il s'agit de troubles simplement somatoformes, quoi. OK. Qui? Brigitte, oui, mais elle a la parole. Oui, je voulais simplement dire que un des facteurs qui pourrait éventuellement, c'est une hypothèse, favoriser les phénomènes auto-immuns chez ces patients, c'est ceux qui font des lymphopénies sévères lors du Covid. Et au moment de la reconstruction, comme on a vu dans d'autres maladies, cela pourrait prédisposer aux phénomènes auto-immunitaires. Oui. Voilà, je voulais simplement dire ça. Oui, sûrement. Alors, moi, j'avais juste une petite chose que je voulais vous montrer par rapport au traitement. C'est un article récent sous forme de lettre à l'éditeur dans les Annales. C'était la symptomatologie chez les patients avec des Covid longs après vaccination. Encore une fois, ce n'est pas une étude contrôlée, mais je trouvais que c'était intéressant par rapport à l'hésitation vaccinale. Voilà un argument qui pourrait aider en tout cas à convaincre des patients souffrant de Covid long et qui hésiteraient à se faire vacciner en disant « Ouh là 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 là, ça risque encore d'aller pire après la vaccination ». Donc, vous voyez ici une série de 36 patients, hommes-femmes de façon égale, avec une série de comorbidités. Et donc, voilà un petit peu, un mois après la vaccination. Et donc, ils avaient une série de plaintes qui sont listées ici sous forme de barres horizontales avec aggravation, amélioration ou inchangé. Donc, le
le vert foncé, c'est l'amélioration, la résolution des symptômes. Donc, vous voyez que la fatigue s'est améliorée, la dyspnée s'est améliorée, l'insomnie s'est améliorée, les plaintes ORL, etc. Et donc, alors, ceci mérite bien entendu, encore une fois, une étude contrôlée. On a vu, et Marie l'a rappelé également, qu'au fil du temps, il y a une série de choses qui s'améliorent spontanément. Mais néanmoins, voilà une diapo qui pourrait aider à convaincre des patients souffrant de Covid long et qui hésiteraient à se faire vacciner. Leur dire, mais vous savez, en vous faisant vacciner, eh bien, ça pourra aller mieux. Donc voilà, je trouvais que c'était un point qui pouvait être intéressant en guise de conclusion des approches thérapeutiques. On attend avec impatience l'étude contrôlée de Paul Verbank par rapport à la stimulation du vague, que ça agisse sur de la micro-inflammation ou sur de la dysautonomie. Et voilà, donc je pense que la séance d'aujourd'hui a permis quand même de faire le tour. Si je peux me permettre, Eddy, juste oui. une chose. Dans les populations contrôle, il ne faut pas que des personnes saines, il faut aussi des personnes qui se plaignent de Covid long sans avoir été infectées par le Covid. Parce qu'on est dans une pathologie qui potentiellement permettrait de faire la part des choses entre le post-traumatique, le psychologique pur et peut-être des conséquences d'un virus qu'on connaît mal qui modifie profondément les réponses immunitaires, en effet, au moment de l'infection aiguë, mais dont on ne connaît pas les conséquences à long terme. Oui, tout à fait. Ce sera un troisième groupe. Écoute, tout dépend de ce qu'on veut examiner en termes de population contrôle. Si on veut examiner une incidence accrue de problèmes immunitaires, là, on peut se contenter de prendre un peu l'exemple sur l'étude danoise en prenant sur une période identique les gens qui ont eu un test négatif par rapport à ceux qui étaient testés positivement. Si on veut s'attacher aux symptômes, ce groupe de patients convaincus d'avoir un COVID avec des tests négatifs et une sérologie négative pourrait faire un groupe intéressant à investiguer également. Bien, mais donc s'il n'y a plus d'autres questions brûlantes, je remercie tous les intervenants. N'oubliez pas de vous inscrire par rapport à l'accréditation. Je ferai par ailleurs un montage dont je vous donne un montage vidéo dont je vous montrerai dont je vous donnerai le lien pour revoir certains des éléments, le cas échéant, ou le transmettre à ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. On était quand même à un moment donné 150, ce qui pour un samedi matin du mois de juin, c'est pas mal. Merci encore aux différents intervenants, aux interactions riches que nous avons eues et à une prochaine.